Vous avez vu la somme qui s'est inscrite sur votre écran et vous comprenez évidemment les raisons de cet appel pressant. Nous avons besoin de 400 personnes qui fassent un don de 100 € à TV Liberté. Et après réduction fiscale, dans la réalité, le vrai chiffre, c'est 34 €. Cette demande, elle est urgente. Aidez-nous, aidez-nous, maintenant. De tout cœur, un grand merci. Alors que le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés cette semaine, c'est bien un vent de panique qui souffle sur la France. Malgré la grève des urgences, le gouvernement assure tout mettre en œuvre pour éviter le pire. On les disait condamnés à une mort certaine avec l'avènement du cybercommerce, mais les soldes demeurent un rendez-vous consumériste important pour les Français. L'exercice estival 2019, qui débute mercredi, pourrait d'ailleurs être une réussite. Russe ou ukrainien, telle est la question. Alors que l'Ukraine s'est divisée à la faveur du conflit qui oppose le pays à Moscou, le combat entre les deux pays s'est aujourd'hui déporté vers une véritable guerre culturelle et linguistique. Madame, monsieur, bonsoir. Une vague de chaleur et un vent de panique. Alors que les températures devraient dépasser la barre des 40 degrés sur une bonne partie du territoire, le gouvernement assure être prêt à faire face à cet épisode caniculaire, et ce, malgré la grève des urgences. L'été est là, la chaleur aussi. Depuis une semaine, de nombreux médias et personnalités politiques n'ont plus qu'un seul mot à la bouche, canicule. Une rengaine qui revient en boucle et dont le seul effet est de provoquer un vent de panique. S'il est vrai que la vague de chaleur promet d'être intense avec des températures pouvant dépasser les 40 degrés, les signaux d'alerte envoyés à longueur de journée font redouter le pire, rappelant l'épisode de l'été 2003 ayant entraîné la mort de plus de 10 000 personnes. Ainsi, pour éviter de revivre pareille situation, l'alerte rouge a été déclenchée au sein de l'exécutif. Le président Emmanuel Macron a assuré que tout le gouvernement était mobilisé pour faire face à cette vague de chaleur, et notamment le ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Il s'agit d'un épisode de canicule sévère, voire très sévère, notamment pour les journées de jeudi et vendredi, qui s'apparente à la canicule de 2003 en termes de degrés de température atteint, qui sera vraisemblablement plus court, mais nous ne savons pas réellement quand se situera la fin de l'épisode. La différence par rapport à l'épisode de 2003, c'est que d'une part, il s'accompagne d'un très fort taux d'humidité, ce qui veut dire que la chaleur ressentie va être bien supérieure à la température affichée par le thermomètre, et donc l'inconfort sera supérieur à l'inconfort de 2003. Un inconfort supérieur à celui de 2003, ainsi un seul mot d'ordre pour le ministre de la Santé, protéger les personnes les plus vulnérables, à savoir les nourrissons et les personnes âgées. En effet, ces dernières avaient été particulièrement touchées en 2003 avec plus de 10 000 décès. La crainte est d'autant plus grande que la canicule intervient alors que les services d'urgence sont pour beaucoup en grève. Si Agnès Buzyn assure que tout est prêt, sur le terrain, le constat est différent. En sous-effectif, le personnel pourrait rapidement être dépassé face à l'afflux constant. Quid également des personnes âgées placées en maison de retraite. Là encore, la vague de chaleur pourrait s'annoncer particulièrement terrible alors que les conditions de vie sont régulièrement pointées du doigt dans les EHPAD. Cependant, la première conséquence de cette vague de chaleur est venue du ministère de l'Éducation nationale. Lundi, Jean-Michel Blanquer a annoncé le report des épreuves du brevet des collèges. J'ai pris donc la décision de reporter les épreuves écrites du diplôme national du brevet. Elles devaient avoir lieu normalement jeudi 27 et vendredi 28 juin. Elles auront lieu le lundi 1er et le mardi 2 juillet, date normalement à laquelle l'épisode caniculaire aura pris fin, puisqu'il devrait prendre fin pendant le week-end. Ce report constitue une première. Jamais un ministre de l'Éducation nationale n'avait pris une telle décision. Preuve du vent de panique qui souffle au sein de l'exécutif. Pourtant, la canicule de cette fin de semaine est loin d'être exceptionnelle. Des épisodes analogues de forte chaleur sont fréquents, le plus proche étant celui de 2003, mais le plus intense remonte à 1900. Ainsi, il s'agit d'un phénomène qui se répète comme les saisons. Pourtant, les effets évoluent, notamment du fait de la pollution
pollution et de l'urbanisation. En effet, la chaleur se fait d'autant plus ressentir dans les grandes villes. Ces dernières souffrent particulièrement pour cause de sols bétonnés, du manque d'arbres et de l'intensité des activités humaines. Au-delà du réchauffement climatique, ce sont plutôt les politiques de la ville menées dans des agglomérations comme Paris qui semblent ici être en cause. Les soldes ne sont pas mortes, alors que cet événement consumériste semblait être mis en danger par l'avènement d'Internet et du cybercommerce. Les agapes commerciales de l'été qui débutent mercredi devraient constituer un certain succès. Olivier Frère-Jacques. Les soldes d'été débutent mercredi et pour cette dernière édition sous le format de 6 semaines, les commerçants s'attendent à faire des recettes conséquentes. Alors que la morosité de la consommation a gagné le pays à la faveur de la crise économique traduite socialement par le mouvement des Gilets jaunes, les soldes devraient redonner un petit coup de pouce à la consommation, ainsi que ce soit sur Internet ou en boutique. Selon un sondage IFOP, 80% des Français consacrent un panier moyen de 200 € pour l'occasion, et cela que ce soit via Internet ou en boutique. Selon un sondage IFOP, 81% des Français consacreront un panier moyen de 200 € pour l'occasion, soit un budget en hausse continuelle depuis 3 ans. Du 26 juin au 6 août, les consommateurs pourront ainsi faire la chasse aux bonnes affaires dans les boutiques en profitant de l'air conditionné. L'occasion pour les enseignes d'écouler leur stock et pour les acheteurs de s'équiper utilement ou futilement. Les soldes demeurent un rendez-vous consumériste incontournable en France. Et si les modes de consommation ont connu une véritable mutation depuis une décennie à la faveur du cybercommerce, avec des sites de vente en ligne qui proposent des rabais n'importe quand, cela n'a pas pour autant démonétisé l'événement solde, qu'il soit d'été ou d'hiver. La tendance est plutôt à un changement de rapport à l'achat. Ainsi, de nombreux consommateurs n'envisagent même plus d'acheter des produits non soldés et réservent leurs achats aux seuls soldes et promotions. Les magasins physiques demeurent, eux, incontournables et 49% des consommateurs entendent s'y déplacer quand 44% feront leurs achats uniquement à distance. Et si la tendance de la vente sur Internet se maintient et continue même de progresser, un seuil incompressible devrait être atteint, certains consommateurs refusant catégoriquement de passer par l'outil Internet pour leurs achats. Cette édition 2019 des soldes sera par ailleurs la dernière de 6 semaines et la période sera ramenée à 4 pour le prochain exercice. Une manière d'adapter cette fête consumériste du rabais à la nouvelle donne commerciale. Plus généralement, si cette période profitera à une hausse de la consommation, son bienfait pour l'économie nationale est à relativiser. Une large majorité des produits vendus étant d'importation, les recettes devraient profiter essentiellement aux tertiaires. Ukraine et Russie, deux noms de pays que l'on ne peut juxtaposer sans évoquer les tensions qui déchirent ces deux États. Au-delà d'une confrontation politique et stratégique, un combat de revendications ethniques se met en place. Le choix de l'usage du russe ou de l'ukrainien est le plus déterminant. Retour sur un conflit qui s'abat aussi sur le terrain culturel avec Victoire Galland. Conflit linguistique entre Kiev et Moscou. Alors que le conflit dans le Donbass a débuté il y a plus de 5 années, l'opposition entre les deux États a pris une forme culturelle, avec au cœur des revendications le choix de la langue russe ou ukrainienne. 5 ans déjà que Russes et Ukrainiens sont entrés ouvertement en conflit dans le Donbass, et si les combats se font plus rares, l'opposition semble s'être largement déportée sur le terrain culturel. Une batterie de lois, dont la plus récente votée en 2017, tendent à favoriser l'usage de l'ukrainien plutôt que de la langue de Pouchkine. Ainsi, tous les établissements secondaires, y compris dans les zones où le russe est habituellement pratiqué, sont intimés d'avoir recours à la langue nationale. L'utilisation du russe, elle, ne bénéficie d'aucune dérogation, mis à part pour les cours de langue et de littérature. La langue de Dostoïevski a même disparu des listes des choix de langues étrangères pour l'examen final de l'enseignement secondaire. L'importation d'ouvrages russes qualifiés d'anti-ukrainiens a également été interdite, ce qui n'empêche pas la vente d'ouvrages russes d'atteindre un taux supérieur à celle des ouvrages ukrainiens. Et pour cause, l'imbrication de l'histoire ukrainienne dans celle de l'Empire russe peut difficilement être niée. Au-delà de la littérature, la politique de Kiev vise à favoriser le développement de l'ukrainien dans les médias. Ainsi, les radios sont tenues de diffuser 75% des contenus dans la langue nationale, une proportion qui pourrait même bientôt s'élever à 90%. Côté télévision, la quantité de programmes ukrainiens est passée de 39 à 64% sur les émissions de première partie de soirée durant l'année 2018. Des chiffres qui n'empêchent pas les programmes russes de demeurer très populaires auprès de la population, notamment des plus jeunes.
Les mesures de Kiev pour installer sa langue dans le paysage national sont ressenties comme des vexations par les russophones, à tel point que les pouvoirs publics envisagent de faire marche arrière afin d'apaiser la crise diplomatique qui entoure ces dispositions. L'arrivée du nouveau président Volodymyr Zelensky pourrait peut-être rebattre les cartes, mais si ce dernier semble avoir montré quelques signes d'ouverture vis-à-vis de Moscou, il n'en demeure pas moins un défenseur de l'ukrainien, dont la promotion est devenue un outil politique redoutable auprès des électeurs. Les défenseurs du russe réclament de leur côté une coexistence des deux langues sur un modèle d'État bilingue. Un bilinguisme qui pourrait permettre aux habitants du pays de préserver leur identité respective. Une solution qui peut sembler plus raisonnable vue de l'extérieur, mais qui ne l'est pas nécessairement sur place, eu égard au ressentiment qui existe aujourd'hui entre Ukrainiens russophones et Russes d'Ukraine. Et on retrouve à présent l'actualité en bref avec Floriane Jeannin. Tragique fête de la musique à Nantes. Dans la nuit de vendredi à samedi, une soirée s'est mal terminée après une intervention policière. Suite au mouvement de panique, 14 individus sont tombés dans la Loire. L'un d'entre eux est toujours porté disparu. L'inspection générale de la police nationale a été saisie du dossier lundi pour tenter d'établir le déroulement des faits de la nuit et de déterminer les conditions d'intervention de la police. Tout va très bien, Madame la Marquise. Le président de la République Emmanuel Macron et son Premier ministre connaîtraient un regain de popularité. Selon un sondage BVA, le pensionnaire de l'Élysée enregistrerait un gain de 3 points dans les enquêtes d'opinion pour atteindre les 35% d'avis favorables, tandis que son porte-flingue à Matignon gagnerait 4 points pour atteindre les 40%. Si près de 2/3 des interrogés jugent négativement l'action du chef de l'État et celle du gouvernement, c'est chez les plus de 65 ans que le président et le patron de l'exécutif font le plein de voix. Un autre sondage Odoxa va visiblement dans le même sens, et si ces enquêtes d'opinion sont toujours à prendre avec des pincettes, elles témoignent néanmoins d'une certaine tendance. L'escalade des provocations états-uniennes contre l'Iran se poursuit. Après les vexations économiques qui ont suivi le retrait sur l'accord nucléaire puis les attaques informatiques de Washington, Donald Trump entend durcir le ton contre le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, ainsi que plusieurs hauts gardes du corps des gardiens de la Révolution. Des sanctions symboliques qui ne devraient pas vraiment peser sur le guide, dont le mode de vie est pour le moins simple et loin du faste et des excentricités de nombreux chefs d'État. Des annonces de Donald Trump qui peineront à faire oublier une nouvelle mise en cause de ce dernier dans une affaire de viol, aussi peu crédible soit-elle. Accusation auquel le président états-unien a répondu avec l'élégance qui le caractérise, que la femme qui l'accuse n'est pas son genre. La Chine ne veut plus de consonance étrangère. Le département des affaires civiles de la province de Hebei a publié sur son site officiel une liste de 84 noms d'hôtels, de quartiers, de cinémas, de routes et de ponts dans une douzaine de villes qu'il intime de rectifier. Le problème ? Leur consonance est jugée trop étrangère pour un gouvernement bien décidé à sioniser davantage la Chine. Selon un projet gouvernemental, il s'agit de lutter contre l'extrémisme religieux et de renforcer la culture chinoise traditionnelle. Jeanne au secours à la fake news. Lundi, une rumeur alimentée sur les réseaux sociaux a fait état d'un acte de vandalisme contre la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris. En réalité, la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France est formelle. L'étendard de la statue menaçait de tomber et a donc été retiré pour restauration. Il devrait être replacé dans les plus brefs délais. Milan 2026, c'est fait. La capitale lombarde a été préférée à Stockholm pour recevoir les Olympiades d'hiver dans 7 ans. La ville italienne succédera donc à Pékin qui accueillera l'édition 2022. Une nouvelle qui semble réjouir les Milanais. Felice, è quello che ci vuole. Almeno lì essere assegnati vuol dire respirare un po' di aria buona con tutto questo disastro che stiamo diventando. Felicissima, come credo tutti i milanesi e tutti gli italiani, e sono contenta perché questo dà slancio sia a Milano sia all'Italia e insomma anche un po' di dignità, ci ridà un po' di dignità, ecco, che in questi mesi abbiamo perso, questi anni forse.
Perché come l'Expo penso che sì, ci saranno delle uscite, ma penso che ci saranno anche delle grandi entrate anche a livello turistico, quindi sia a livello di entrate appunto turistiche, sia a livello di lavori all'interno della città. Quand l'art rencontre la parfumerie, plusieurs nés de grandes maisons de parfums ont créé les senteurs de 8 chefs-d'œuvre de la peinture et de la sculpture exposés au Louvre. Il s'agit d'une collaboration inédite entre le plus grand musée français et la marque Officine universelle Bully. Du 3 juillet au 6 janvier prochain, vous pourrez retrouver 8 flacons de parfum de la baigneuse et la grande odalisque d'Ingres, Conversation dans un parc de Gainsbourg, Saint-Joseph Charpentier de la Tour, le verrou de Fragonard et des sculptures, la victoire de Samothrace, la nymphe au scorpion de Bartolini et la Vénus de Milo. Et dans un instant, notre Zoom du jour, découvrez l'histoire de la remarquable comédie musicale Symphonia montée par une équipe de bénévoles. Si on part de la musique baroque pour arriver jusqu'à la musique de film ou de comédie musicale, c'est bien pour expliquer qu'aujourd'hui encore on est capable de faire de belles musiques si on arrive à redécouvrir en fait d'où l'on vient, notre patrimoine musical, à s'inspirer avec humilité de tous les grands qui sont passés avant nous pour créer aujourd'hui encore de belles choses. Et ça en fait c'est vrai pour la musique, mais c'est vrai aussi pour la littérature, pour l'histoire, pour la philosophie, pour tout un tas de disciplines. Et c'est le sens de notre spectacle, c'est vraiment de se réapproprier notre patrimoine quel qu'il soit, ici du coup c'est la musique, pour le rendre actuel sans non plus lui porter atteinte, mais en montrant qu'en fait on a tant à redécouvrir en se plongeant dans ce qui a forgé notre civilisation et ce qui a forgé notre culture européenne et française. Et ce soir, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Christopher Lannes nous parle de la bataille de Patay. J'ai écrit cet épisode à la date du 18 juin. Le 18 juin dans l'histoire de France, c'est au choix l'appel du 18 juin, ouais, la bataille de Waterloo, bon, on va pas en parler, d'ailleurs j'en ai déjà parlé, et la bataille de Patay. Une bataille dont on ne parle quasiment pas. Premièrement parce qu'elle est éclipsée à sa date anniversaire par la bataille de Waterloo. Et puis deuxièmement parce que dans l'esprit français, eh bien sûrement qu'on préfère retenir la déculottée d'Azincourt que la gloire de Patay. C'est comme ça. Parce que oui, Patay est bien l'Azincourt anglais. C'est simple. 5000 Anglais ont été bousculés par une avant-garde de seulement 180 chevaliers français au départ, perdant la moitié de leur armée et la plupart de leurs commandants. Le tout sous la houlette d'une certaine Jeanne d'Arc. Avouez que ça envoie quand même, non? Allez, retour sur une bataille méconnue, mais pourtant capitale dans l'histoire de France. Et tout de suite, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. L'horrible maire de Saint-Barnabé s'est fendu récemment d'un éloge funèbre, figurez-vous, à propos d'un agent municipal nommé Claude qui avait été harcelé par des jeunes du village, ou par ses collègues de travail, je ne sais plus trop, et qui a laissé une lettre. Le maire a donc lu des passages de cette lettre au cimetière en présence de la presse locale, mais avant de vous dire ce qu'il a lu et pourquoi, je vous raconte en 2 mots l'histoire de ce pauvre gars. Le type qui s'est pendu dans son garage était certes très dépressif et très solitaire, mais c'est pas une raison pour ne pas lui rendre justice publiquement. Et apparemment, le maire a jugé que c'était pas une raison non plus pour ne pas lui rendre hommage. D'autant qu'il avait une cause à défendre, le maire, à propos de cette mort. Pas seulement le vivre ensemble, la tolérance, non, encore mieux, si on ose dire, il était très très célibataire, ce type, ce qui était à l'origine des moqueries dont il était l'objet. Sa lettre d'adieu
complète a été publiée dans son intégralité par la sœur du défunt et glissée dans les boîtes aux lettres en guise de protestation. Alors pourquoi de protestation ? Eh bien, la sœur protestait contre les omissions du maire, et c'est comme ça que j'en connais le contenu. Alors vous allez me dire, raison de plus, le maire de Saint-Barnabé pouvait en faire des tonnes à propos de la différence, etc. Mais non, le maire de Saint-Barnabé, qui est un opportuniste quand même de la pire espèce, plutôt que de faire son intéressant à propos du harcèlement, d'un malheureux qui avait une vie sentimentale compliquée, donc de toute la part privée de l'histoire, plutôt que de défendre la diversité, comme on dit maintenant, pour plaire aux gens de Paris, au ministère, etc., il a passé la chose sous silence pour ne pas déplaire aux gens d'ici, tout simplement, alors que la lettre parlait explicitement, principalement de ça, puisque le harcèlement pour raison de mœurs spéciales était décrit comme la cause du suicide. Et le maire a caché aussi que cette lettre disait que Dieu, et c'est même le plus important, Dieu allait tout pardonner un jour, et le malheureux s'en remettait à la bonté du Christ pour l'accueillir, disait-il, au ciel, car il était très pieux. Donc résumons, nous avons là un maire qui joue des coudes moralement déjà pour honorer la mémoire de quelqu'un, d'un pauvre bougre qui s'est tué par désespoir. Ce maire, absolument sans pudeur, monte sur une marche qui était presque imprévue pour prononcer 3 mots au cimetière. Il lit certains passages de la lettre d'adieu, ce qui l'arrange, où il est question de défaut de bienveillance, de tolérance, etc. Il fait en somme de la prophylaxie sociale selon tous les préceptes et avec tous les mots d'ordre des médias modernes, le tout sur le dos d'un mort. Il dit à tout le monde que le message de cette mort ne restera pas vain, qu'il sera entendu par les générations futures, par les populations de la nouvelle Europe, celle que nous voulons construire, etc. Enfin, que sais-je, il parle d'esprit républicain, le délire habituel, quoi. C'est tout juste s'il ne nous parle pas des fameux extrêmes qui reviennent à toutes les sources. Et alors que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, ce message si sacré, si profond, qui doit être entendu par les générations futures, il lui enlève les 2 trucs les plus importants, le harcèlement, le mysticisme du monsieur, qui disait qu'il aimait le Christ et accessoirement qu'il regrettait la France de sa jeunesse. Ça, c'est le crime absolu. Donc, que reste-t-il ? Mais presque rien. Il reste un maire cinglé qui tire à lui la couverture de la mort d'autrui pour essayer de ramasser des voix sur le thème de l'Europe future, de la diversité bienheureuse, et qui cache toute allusion religieuse, toute allusion à la vie privée du défunt, alors que c'est l'essentiel de la lettre qu'il a laissée. Donc vraiment, c'est le zéro pointé, mais j'arrête, on va m'accuser de parler de quelqu'un d'autre, à mot couvert, parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis, en plus le jour de cet enterrement, c'était le 5 juin, veille du débarquement, et il se trouve qu'il y a eu des discours aussi ce jour-là, là-haut, dans le Nord, dont la parenté avec ce qui précède est assez troublante. Abonnez-vous, merci. Depuis plusieurs dizaines d'années, l'on ne cesse de parler du miracle allemand. Chez notre grand voisin, la vie politique serait d'une stabilité à toute épreuve, l'économie marcherait miraculeusement bien et le système social serait particulièrement ajusté. Qu'en est-il vraiment ? Parlons d'abord de la vie politique. La vie politique allemande est entrée dans une ère de turbulence, notamment liée à l'obsession européiste de Dame Merkel, sur laquelle s'est greffée sa politique migratoire suicidaire. Merkel voulait répondre aux demandes du grand patronat, faisant pression sur la chancelière pour obtenir, par l'immigration, une main-d'œuvre bon marché. Le grand patronat a été servi au-delà de ce qu'il espérait, ce qui a eu pour conséquence de déséquilibrer la vie sociale du pays. Le peuple allemand semble le comprendre maintenant et la vie politique allemande risque d'entrer rapidement dans une période de turbulence. Qu'en est-il maintenant sur le plan économique? Qu'en est-il du fameux miracle économique allemand? L'inflation est maîtrisée, le commerce extérieur est florissant,
les déficits publics sont maintenus, tout semble apparemment aller pour le mieux dans le meilleur des mondes allemands. Pourtant, l'Allemagne est confrontée à 2 graves problèmes. Premier problème, la croissance n'est plus suffisante. Le moteur économique tourne essentiellement grâce aux exportations, dont rien ne prouve qu'elles restent florissantes à l'avenir. En effet, la grande fragilité de ces exportations vient du fait que la moitié d'entre elles provient de la vente de véhicules. Si la demande mondiale de véhicules diminue dans les années à venir, ou si les grands pays comme la Chine ou l'Inde développent leurs propres industries automobiles, les exportations allemandes pourraient en subir les conséquences. Or, si pour une raison ou pour une autre, les exportations allemandes se contractaient, il en résulterait une remise en cause globale de leur succès économique. Deuxième problème économique, la pauvreté. La pauvreté en Allemagne est galopante. Elle augmente à une vitesse vertigineuse. Actuellement, l'Allemagne compte près de 13 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Cela est considérable, cela est du jamais vu depuis un demi-siècle. Les théories mondialistes béates des élites allemandes sont évidemment la raison principale de cette explosion de la pauvreté. Des délocalisations de nombreuses activités ont été opérées afin de baisser les coûts de production. Et puis, parallèlement à cela, les importations de produits fabriqués à très bon marché dans le pays ont fortement accru les problèmes économiques de l'Allemagne. Tout cela a plongé dans la pauvreté une partie importante de la population allemande. Mais comme on ne change pas une stratégie qui ne marche pas, les difficultés vont peu à peu s'accumuler en Allemagne sur une toile de fond démographique absolument catastrophique, puisque les Allemands n'ont plus d'enfants. Le miracle allemand pourrait, plus vite qu'on ne le pense, se transformer en cauchemar pour l'Allemagne, mais aussi par contagion pour ses plus proches voisins. Décidément, le couple mythique franco-allemand pourrait connaître bien des vicissitudes dans un avenir assez proche. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.